Bonjour Guillaume. Salut Hélène. Alors je suis très heureuse de te recevoir de nouveau sur le podcast. Tu es le premier invité que je réinvite. Eh bah écoute, c'est de bon augure. De très bon augure. Tu es venu nous parler sur Où est le beau et je te reçois aujourd'hui sur Où est le bon. Donc petit rappel, toi tu es biologiste et mycologue, passionné. Tu es connu pour ton compte Instagram Zeno Nature, ton expertise en bio-inspiration. Et tout ton savoir sur le règne fongique t'a amené à écrire 2 livres. Le premier qui s'appelle Le génie méconnu et discret des champignons, paru chez Albin Michel en septembre dernier, donc 2024. Tu en avais parlé dans le précédent épisode. Et là, tout juste, tu sors chez Ulmer, le guide des champignons médicinaux. Tu as aussi cofondé Provivant, qui est THE marque des compléments alimentaires de champignons, qui fait aujourd'hui référence, en tout cas qui permet d'accéder, on va dire, aux meilleures et plus fiables formulations que je connaisse. On en parlera tout à l'heure. Tout ton travail met vraiment en avant les multiples facettes et les bienfaits des champignons. Et en fait, pour moi, tu fais un peu partie de ces phares du beau et du bon, cosmopolis, parce que tu sais, moi j'aime bien ce mot de cosmopolitesse là, qu'on doit à Alain Damasio et Baptiste Morisot, mais vraiment je trouve que ce mot est complètement génial. Et donc juste petit rappel un peu sur les choses un peu sensationnelles que permet de faire le champignon, parce qu'en fait on n'a pas forcément l'impression, mais en fait il a un impact tous les jours dans notre vie, quelque part, tout ce règne. Absolument. Et alors on rappelle peut-être juste, mais avec la mycorhize, finalement, comme tu nous l'expliquais dans le précédent épisode, cette poignée de main, comme tu dis, que le règne végétal fait avec le règne fongique et qui a permis, en fait, le développement sur notre planète de tout ce qu'on connaît de plus beau, les arbres, notre air, ces paysages, enfin voilà, et tout ça connecté avec les autres cycles du vivant, l'eau, etc. Donc vraiment, le règne fongique et le mycélium, c'est les liens. Je te cite d'ailleurs, tu dis dans ton livre, les champignons font partie de ces phénomènes cachés qui orchestrent notre réalité à un niveau trop souvent sous-estimé. Et on va essayer dans cet épisode d'aller explorer en fait cette face cachée, mais dans le volet bon, du coup. Alors, je rappelle juste un petit peu pour celles et ceux qui n'avaient pas écouté, qui arrivent sur cet épisode et qui n'ont pas écouté le précédent. En gros, on a découvert avec toi à quel point le mycélium donc façonne la beauté du monde, telle qu'on la perçoit et qu'on a la chance de la vivre aujourd'hui. On a compris l'importance écologique des mycéliums, c'est-à-dire un peu comment ils jouent un rôle crucial dans les écosystèmes, la santé des sols, etc. On avait parlé aussi de bio-inspiration, parce qu'aujourd'hui, le mycélium vient inspirer pas mal d'innovations, un peu tout azimut, mais depuis des systèmes informatiques jusqu'à des matériaux en passant par l'architecture, etc. Et aujourd'hui, on va donc s'attacher à essayer de voir, tu vas nous emmener sur ce chemin, dans nos assiettes, en fait, finalement, quel est son rôle, tu vois. Avant peut-être qu'on rentre dans cet épisode, est-ce que tu pourrais nous donner une image et nous décrire la tête de notre assiette ou de ce qui serait sur la table, tu vois, si jamais les champignons n'existaient pas, qu'est-ce qu'on pourrait manger ? Ok. En fait, pour répondre à ta question, qui est en fait pas si simple que ça dépend à quel niveau de résolution est-ce que tu regardes les choses. Parce qu'en fait, tu peux regarder ça à un niveau assez basse résolution, et là, tu vas te dire déjà qu'il y a énormément de nourriture qui sont fermentées ou qui passent par une étape de fermentation, et donc la plupart du temps dans les étapes de fermentation tu as nécessairement en fait des levures qui font partie du règne fongique et qui sont donc des champignons. Donc on va avoir par exemple le vin, on va avoir la bière, on va avoir tout ce qui est kéfir, on va avoir également le fromage, on a aussi le pain bien sûr, on a également le cacao, parce que le cacao en fait c'est fermenté, les fèves de cacao sont fermentées. On a également le café, parce que le café c'est le même souci. Et puis en fait si tu regardes encore à un niveau de résolution supérieur, en fait tu te rends compte qu'il y a énormément de nos plantes cultivées en fait qui sont extrêmement sensibles à leurs partenaires fongiques. Donc c'est le cas encore une fois du cacao, parce que par exemple en fait comme c'est une culture qui est de valeur commerciale très forte, le cacao on
on a à un moment donné en fait essayé de retirer par exemple les feuilles du cacaoyer. On se dit quand on cultive le cacaoyer, les feuilles mortes ça nous gêne, donc on les a retirées. Et en fait on s'est rendu compte que quand on faisait ça, les plants devenaient malades et que la productivité en fait du cacaoyer chutait drastiquement. Et on s'est rendu compte qu'en fait c'était la faute de petits fungi, de petits champignons en fait qui vivent dans les feuilles du cacaoyer. Et en fait, ces champignons-là, ils aident un peu le cacaoyer, mais surtout, ils occupent la place qui fait qu'en fait, il n'y a pas de pathogène qui peut s'installer. Et donc, quand tu retires les feuilles mortes qui inoculent finalement les nouvelles feuilles du cacaoyer, eh bien, en fait, tu crées des feuilles qui sont stériles. Et du coup, en fait, qui dit stérile dit qu'en fait, il y a le champ libre à tout un tas de pathogènes. Et donc ça, c'est un niveau au-dessus encore de résolution. Mais si tu penses même encore plus loin, eh bien en fait, comme je te le disais dans le précédent podcast, sans les champignons, les végétaux tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existeraient pas. Et donc en fait, à partir de là, le maillon zéro en fait de la chaîne alimentaire disparaît. Et là, en fait, on a un vrai problème, c'est que tu n'aurais rien à manger. Ouais, c'est vertigineux. Parce que le règne animal se nourrit du règne... Enfin, en fait, on est tous... Ouais, parce qu'on se dirait, on peut manger encore des animaux. Mais non. Ouais, mais les animaux, c'est pareil en fait. Dans la chaîne alimentaire, toujours en fait le premier organisme qui intervient dans une chaîne alimentaire, c'est un être qu'on appelle autotrophe, c'est-à-dire qu'il est capable de fabriquer sa matière organique à partir de photosynthèse ou d'une autre forme une manière de créer de l'énergie, mais sans utiliser de la matière organique d'un autre être vivant. Et quand on parle de plantes, de végétaux qui sont les principaux justement autotrophes sur Terre, eh bien sont des plantes du coup qui sont en symbiose avec les champignons. Et même aujourd'hui, il y avait une étude qui était assez intéressante, même si c'est très artificiel comme mode de pensée, mais qui se disait tiens, si aujourd'hui en fait on supprime les mycorhizes, qu'est-ce qui resterait de la productivité des écosystèmes? Et en fait, l'étude estimait que la productivité des écosystèmes chuterait environ d'un tiers. Mais donc ça veut dire en fait qu'il y a moins de production de biomasse primaire par ces plantes, etc. Ce qui fait que derrière, tu as moins d'herbivores. Comme tu as moins d'herbivores, tu as moins de carnivores qui peuvent se nourrir de ces herbivores, etc., etc. Et donc la réaction en chaîne fait que en fait, notre planète s'appauvrirait énormément. Et on parle souvent, si tu veux, il faut protéger les abeilles parce que sans les abeilles, il n'y a pas de pollinisation, etc. Mais en fait, les abeilles, dans l'évolution, arrivent quand même bien plus tardivement que les champignons. Ouais. Et donc, en fait, elles ont un rôle moins fondamental, moins architectural. C'est ce qu'on avait discuté également dans le précédent podcast, c'est que le processus évolutif étant un processus conservateur, ce qui se place à l'origine crée un socle, crée une base sur laquelle on peut édifier la suite. Et donc, les champignons, en fait, sont très très en amont dans cette hiérarchie, en tout cas bien avant les abeilles. Et donc, du coup, si on retire les champignons, si on regarde au niveau de résolution le plus poussé qu'on peut, il ne reste plus rien de ce qu'on connaît de notre monde. Et donc à manger, en fait, déjà nous on n'existerait pas, donc je sais pas si on se poserait la question de savoir si on a quelque chose à manger. Mais non, mais c'est vertigineux en fait, parce que en posant des questions comme ça pratico-pratiques, on se rend compte, oui, de aujourd'hui, l'heure est venue au règne fongique de réemménager dans nos vies, en tout cas qu'on ait un entendement plus clair de ce qu'il fait pour nous, de comment aussi on peut participer à son cycle, à ses cycles, enfin tu vois, comment est-ce qu'on peut rentrer nous aussi en harmonie avec lui et l'avoir dans notre quotidien. Et alors avant qu'on parle vraiment de comment on va... En fait, dans le précédent épisode, on avait compris qu'en fait, le mycélium, c'est ce qu'il y a sous terre quelque part et que ce qu'on voit, nous, à l'œil nu, en tout cas, ce qu'on déguste, ce sont ses fruits. Ouais. Donc, c'est les fruits du mycélium aujourd'hui, sauf pour certains matériaux qui vont commercialiser, tu vois, par exemple, du cuir de mycélium ou des choses comme ça, mais là, plutôt pour l'alimentation. Donc, ce sont des cultures de ces fruits. Comment ça se passe en fait? Est-ce que tu peux nous donner un peu un panorama d'aujourd'hui? À quoi ressemble cette culture et quels sont les engendrements, les enjeux qu'elle touche, tu vois? Ouais, alors effectivement, en fait, je vais refaire un petit point pour bien comprendre. Le champignon, ce qu'on appelle le champignon, si on considère l'intégralité de l'être champignon, en fait, il a une partie qu'on appelle végétative qui va, elle, vivre en permanence.
qui va être pérenne, et il a une structure sexuelle qu'on appelle le carpophore, qui est du coup ce fruit fongique qui va émerger à la bonne saison. Donc ça peut être selon si c'est une truffe noire, Melanosporum, ça va être plutôt là en hiver, tu vois. Si c'est un cep, ça va être plutôt à l'automne. Et puis c'est devenu, il va faire cette structure sexuelle. Et en général, effectivement, c'est celle-ci qu'on va déguster. Il y a quand même des exceptions parce que quand tu manges par exemple du roquefort, tu manges il me semble que c'est Penicillium roqueforti, donc c'est une petite moisissure qui donne ce côté bleu au fromage. Et là, en fait, tu vas manger un petit peu tout intégré parce qu'en réalité, donc cette structure de mycélium qui forme du coup cette ramification, ce réseau, va en fait coloniser le lait. Et puis il va faire des fructifications par endroits qui va donner donc cette couleur bleutée au fromage. Donc il y a différentes manières effectivement de déguster le champignon. Et j'ai perdu le fil de ta question qui était... Tu sais comment, pour en tout cas la récolte de ces fruits, quand on veut non pas le faire en cueillette, mais qu'on veut comprendre quelle est l'industrie derrière un peu agro, voilà, qui sous-tend tout ça, ça ressemble à quoi pour des gens qui sont néophytes un peu là comme moi, enfin... Ouais, alors en fait il y a plusieurs manières en fonction aussi de ce qu'on cherche à faire avec le champignon. Globalement, on va dire qu'il y a 3 méthodes de culture. Il y a en gros ce qu'on appelle en bioréacteur. Donc là en fait c'est des énormes cuves en acier inoxydable dans laquelle en fait on va créer un milieu de culture avec de l'eau distillée dans laquelle on va mettre juste les éléments qu'il faut. C'est l'équivalent, on va dire, de la culture hors sol pour les tomates. Donc en fait, tu crées un milieu de culture complètement artificiel dans lequel tu viens mettre un petit fragment de ton champignon qui va se développer là-dedans. Et donc l'avantage, c'est que là, tu as un milieu de culture qui est extrêmement contrôlé. Donc tu n'as pas de problématiques de contaminants, etc. Comme tu contrôles aussi exactement tous les paramètres, en fait, tu peux cultiver beaucoup de mycélium très rapidement. Donc c'est des énormes cuves en inox. C'est exactement ce qu'on utilise par exemple pour faire des antibiotiques ou pour faire de l'insuline, tu vois. Dans l'insuline, on utilise des souches bactériennes qui sont génétiquement modifiées, dans lesquelles on a mis le gène qui produit l'insuline humaine. Et donc ces bactéries se multiplient, créent l'insuline humaine. Et ensuite, tu nettoies toute la cuve, tu purifies pour récupérer que l'insuline humaine, et puis tu mets ça dans les seringues pour les diabétiques. Okay. Là, en fait, c'est le même procédé de culture. Hein. Tu crées donc un liquide nutritif pour le champignon. Il se développe à l'intérieur. Tu maintiens les paramètres d'oxygénation, etc., etc. Et là, du coup, tu as une optimisation de rendement. Et donc c'est très utilisé par exemple pour faire des mycomatériaux, le cuir fongique, etc. Parce que là du coup effectivement tu peux balancer la purée. Et l'avantage aussi de cette technique, c'est que tu obtiens une biomasse, une matière qui est faite à 100% de champignons. Okay. C'est du mycélium mais c'est 100% de champignons. Pourquoi je fais ce distinguo-là ? Parce qu'en fait, tu peux cultiver du mycélium aussi sur grain. Et donc là, en fait, plutôt que d'avoir une culture liquide dans laquelle tu es venu mettre tous les éléments nutritifs pour le champignon, et en fait, tu mets du grain, tu vas mettre de la sciure de bois, tu vas mettre un substrat, voilà. Et là, du coup, tu vas pouvoir utiliser, par exemple, des déchets agricoles, plein de choses comme ça intéressantes. Mais la problématique, c'est qu'en fait, en définitive, tu vas pulvériser le substrat avec le champignon, et donc le pourcentage de masse fongique, il est moindre, voilà, il est moindre, donc c'est à savoir. Et est-ce qu'il y a des sujets un peu sur justement la qualité des substrats aujourd'hui ? Parce que j'entendais un peu des personnes dire oui, mais faire attention, enfin, sur quel substrat ça pousse, si c'est un substrat de quelque chose qui a été traité, pas en bio, etc. C'est un peu, enfin, en fait aussi, tu vois comment... Ouais. Alors justement, on va dire que l'avantage de la culture en réacteur, c'est que, tu vois, c'est un peu, encore une fois, l'équivalent du indoor farming, etc. Donc on va te dire, il n'y a pas de pesticides, mais en fait, il n'y a pas besoin, parce que l'environnement, il est tellement contrôlé, tellement normé, qu'en fait, t'as pas besoin de tout ça. Après, la question, c'est, du coup, est-ce qu'on a un champignon naturel, vraiment ? Est-ce qu'on a une industrie qui favorise le vivant ? Ou est-ce qu'on a, encore une fois, quelque chose d'hors sol, quoi. Et puis ensuite, des questions plus philosophiques, c'est est-ce que l'humain est réellement fait
pour vivre hors sol, sachant que je le rappelle, on est quand même un être social et que même les psychopathes, en fait, tu peux générer chez eux de la souffrance, vraiment, hein, dans les aires du cerveau qui s'activent, c'est de la souffrance, en les coupant de leurs interactions avec les autres êtres humains, tu vois. Donc l'être humain est un être fondamentalement d'interaction, et je pense que ça va plus loin, comme on a une capacité d'empathie qui est assez élevée. Je pense que l'empathie humaine s'étend beaucoup plus largement que simplement aux êtres humains. Et donc, bon, moi, ça me semble être une alternative qui peut avoir ses intérêts, mais qui n'est pas forcément la meilleure. Donc, on a cette problématique du substrat, effectivement, elle est fondamentale parce que tu peux avoir finalement un champignon labellisé Made in France, parce qu'il a fructifié en France. Donc, le champignon a fait cette structure sexuelle qu'on utilise ensuite pour faire le complément alimentaire, pour faire, je sais pas moi, la blanquette de veau, j'en sais rien. Mais en réalité, le substrat, lui, venait de, je sais pas moi, de Syrie en Pologne, ou encore pire, peut-être de Chine. Donc des pays, en fait, où les normes sont complètement différentes, où l'usage de certains, je sais pas moi, traitements dans le bois, pesticides, etc., sont complètement différents. Et donc là, tu peux avoir un champignon, effectivement, qui a poussé sur des déchets agricoles, mais en fait... c'est une cata, quoi. Voilà. Donc, et c'est ça qui prime, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça qui prime. Ouais, c'est ça qui prime dans le sens. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il capte. Enfin, il a engrammé dans sa mémoire ça et c'est pour toujours. Ouais, bah, le champignon, en fait, ce qu'on disait dans le précédent épisode, il me semble que je l'avais exprimé, c'est que le substrat pour le champignon, c'est à la fois son habitat, là où il vit, et en même temps, c'est sa nourriture. Et donc, du coup, il consomme cette nourriture, et donc forcément, en fait, qu'il va réagir à cette nourriture. Et donc là, il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, si tu lui donnes des choses qui sont polluées, en fait, le champignon, il va capter la pollution et l'accumuler. Il fait un effet de bioaccumulation. Donc ça va être, par exemple, des métaux lourds, ça va être de la radioactivité, etc. Tu as tout le panel du mauvais qui peut s'ouvrir à toi. Et dans l'autre extrême, tu as aussi des études qui se sont intéressées, en fait, à est-ce que si on donne des médicaments, des herbes de la médecine traditionnelle chinoise aux champignons, est-ce qu'on va réussir à maximiser certains composés actifs qui sont en fait les plus intéressants pour notre santé ? Et la réponse c'est oui, tu vois. Incroyable. Et donc ça c'est aussi fantastique, il y a les deux pôles. Ouais, c'est le pire et le meilleur. Absolument, ouais. Ah ouais, donc c'est encore une fois vertigineux. Donc du coup ça veut dire que là on en est à 2, tu nous as dit qu'il y avait 3. Donc le deuxième c'est qu'en fait là c'est plutôt comme dans des chambres. Enfin ce substrat il est mis comment sur des bacs Ouais, bah là encore ça peut être très divers. L'idée en fait c'est de limiter les contaminants dans tous les cas. Okay. Et donc du coup en fait ça va être des conditions quand même stériles, semi-stériles, où en fait on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait que la souche de champignon qui pousse sur le substrat qu'on lui a mis à disposition. Et donc on passe par une phase de stérilisation qui est extrêmement énergivore. Et stérilisé à combien de degrés ? C'est haute température et c'est souvent très long. Ah ouais. Parce qu'en fait, même dans la méthode de traiter un substrat, tu as plusieurs manières de faire. En fait, soit tu peux par exemple acidifier ton milieu et ensuite le basifier très fortement. Et donc du coup, tu vas passer d'un milieu avec un pH de 2 à un pH de, je sais pas moi, 12, 13, 14 avec de la chaux. Et donc du coup, en fait, tu vas avoir très peu d'organismes vivants qui vont être capables de gérer cette amplitude de pH. Et donc du coup, en fait, tu as réduit complètement la compétition potentielle de ton mycélium. Soit tu vas carrément essayer de tout tuer. Et là, en fait, comme tu as des bactéries qui peuvent sporuler et rester quiescentes quand les températures avoisinent les 200 degrés, donc elles sont pas mortes, elles sont juste latentes. En fait, la stérilisation totale te demande d'atteindre des températures très élevées, une pression aussi très élevée, et en plus de tenir ça pendant plusieurs heures. Donc effectivement, c'est un processus qui est très très énergivore. Mais alors attends, juste pour en revenir à l'importance, parce qu'on achète, en fait, les gens qui font de la culture, ils achètent quoi en fait ? Quand tu dis il faut faire attention, d'où le substrat vient ? L'industrie du champignon est en train de vachement évoluer et de se segmenter. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand tu étais pionnier, tu devais faire tout toi-même. Tu devais, je sais pas moi, aller cueillir tes pleurotes dans les bois. Tu récupérais un morceau, un fragment de tissu de la pleurote à partir duquel tu allais créer ton clone, ta variété.
Cette variété-là, tu devais donc la cultiver. Ensuite, ce grain, tu l'utilisais pour inoculer des bûches, pour inoculer de la sueur de bois, etc. Tu faisais ta fructification, donc tu recréais de nouveau des pleurotes, et ces pleurotes-là, tu allais les vendre sous différentes formes. Ok. Forcément, tu vois bien qu'il y a énormément d'étapes. Et donc aujourd'hui, en fait, on a une segmentation, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont spécialisés dans les souches, donc qui vont avoir une banque de souches très importante, et ils vont te vendre ces souches-là sous forme de mycélium sur grain, que toi ensuite tu vas pouvoir ensemencer sur des ballots de culture. Et donc après, tu as aussi des gens qui sont spécialisés dans la fabrication de ballots de culture et qui vont vendre des ballots de culture à des producteurs qui vont juste avoir à les mettre en fructification et à faire cette vente du champignon. Ok. Donc on a une segmentation qui s'opère, et du coup, avec cette segmentation se pose le problème classique de la traçabilité. Ouais, c'est ce que j'allais te demander aujourd'hui. On y voit clair ou c'est un peu flou? Eh ben, on y voit plutôt flou, j'ai envie de te dire, parce que en fait, 78% de la production de champignons, ça c'est des chiffres de 2017, je crois, est faite en Chine. Donc les Chinois sont très avancés d'un point de vue technique sur la production de champignons, mais les normes en Chine sont pas du tout les mêmes. Et je pense pas non plus, c'est à vérifier, mais j'ai pas fait les recherches avec une juriste. Non, j'ai plus cette casquette-là aujourd'hui. Mais Il faudrait demander à des gens. Il y a peut-être des juristes qui nous écoutent. tu vois, c'est ce que je te disais d'un point de vue biologique. En fait, ce qui prime pour le champignon, c'est la provenance du substrat et pas forcément où est-ce que le champignon a fructifié. Et donc, en fait, tu peux te retrouver toujours aujourd'hui avec des champignons made in France, alors qu'en fait, les personnes se sont contentées d'acheter du substrat déjà inoculé. Mais en fait, ce qui a nourri le champignon vient de Chine, de Pologne, de je sais pas d'où. Et puis même au-delà de ça... Ce truc peut être bio, alors qu'en fait, à la base, tu sais pas. Il y avait eu un fait divers, je pense qu'on pourra facilement le retrouver. Il y avait des champignons de Paris vendus pour bio et made in France, qui étaient en fait de Pologne et pas bio du tout, quoi. Ah ouais. Tu vois. Et puis après, tu as tout aussi les problèmes d'identification. Donc j'ai un ami, Guillaume Essartier, qui est un très très grand mycologue, qui fait vraiment office de référence, et je pense pendant des années encore, qui a écrit donc plein de guides d'identification, etc., qui décrit des espèces. Donc le gars est très 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 pointu. Et en fait, il avait de la grande distribution qui l'avait contacté. C'était un fournisseur en fait de champignons congelés pour je sais quelle marque, et de toute façon on va pas les citer. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, par exemple en France, on ramasse tant de tonnes de chanterelles, donc j'ai pas les chiffres exacts, et on en consomme 4, 5, 6, 10 fois plus, tu vois. Donc forcément qu'en fait, la chanterelle vient d'ailleurs. La chanterelle, on ne sait pas la cultiver, donc en fait, c'est forcément de la récolte sauvage. Et donc ce grossiste l'appelait en montrant la récolte de champignons qu'ils ont fait, et en disant, voilà, ça va être vendu pour du cèpe de Bordeaux en congelé. Est-ce que vous pouvez nous certifier que c'est du cèpe de Bordeaux? Et en fait, il me dit, mais il y avait tout type de bolet dedans. Donc dès l'instant que ça avait des tubes et que ça ressemblait un peu à un cèpe, ça prenait, quoi. Ils prenaient, les gens. Donc la famille des bolets, t'as un toxique très connu qui est le bolet Satan, qui est pas mortel. Donc j'ai envie de te dire, ça va encore, tu vois. Mais en fait, tu manges littéralement tout et n'importe quoi. En fait, il y a des champignons qu'on ne peut pas mettre en culture. Absolument, il y en a plein qu'on peut pas mettre en culture. Ouais. Il y en a que combien, enfin peu en fait, qu'on sait cultiver. En fait, si on reprend donc l'écologie des champignons, tu as donc, on va dire, deux grandes familles. Tu as les champignons saprophytes ou saprotrophes, qui se nourrissent de matière organique morte, qui vont dégrader les feuilles, qui vont dégrader le fumier, qui vont dégrader du bois. Et donc ceux-là, on sait assez bien les cultiver pour la plupart. Et donc ça regroupe quand même pas mal d'espèces, hein. Tu as le champignon de Paris, tu as le shiitake, la pleurote jaune, plein de champignons quand même. Et puis après tu as les champignons mycorhiziens qui eux du coup font cette symbiose avec les végétaux. Et donc en fait pour bien cultiver le champignon, il faut apprendre à cultiver son hôte. Puis même au-delà de ça, en fait en général les interactions sont encore plus poussées que ça, parce que il y a tout l'environnement qui vient interagir avec ça. Notamment, tu vois, les populations bactériennes, le microbiome du sol, en fait. Et donc, aujourd'hui, là, c'est un peu le flou artistique. Et donc, on sait cultiver que quelques-unes de ces espèces mycorhiziennes. Ça va être, par exemple, la truffe noire du Périgord. Et encore, même la truffe noire, en fait. Pour la petite histoire, en fait, on avait, il me semble que c'était après la Seconde Guerre mondiale,
Puis il y a eu toutes ces histoires de phylloxéra, etc. aussi avec la vigne. Donc il y a eu beaucoup de vignobles qui ont vraiment dégusté. Et du coup, plutôt que de replanter des vignes, ils ont planté des truffières parce que c'était à peu près les mêmes conditions dans lesquelles les végétaux s'épanouissaient. Et en fait, on faisait des dizaines de milliers de tonnes de truffes en France, on produisait. Et aujourd'hui, on est à moins de 10 000 tonnes. Donc en fait, avant, il y avait beaucoup moins de surface en trufficulture. Ça a vraiment explosé le nombre de la surface agricole en trufficulture. Mais le rendement est devenu complètement pourri, quoi. Ah ouais. Et ça, c'est probablement parce qu'on a une vision très linéaire de la chose, qu'on essaye juste, tu vois, de sortir des truffes en se disant, bon, truffe égale arbre inoculé. Mais en fait, la truffe, pour exister, elle a besoin d'un écosystème divers autour. Beaucoup plus complexe. Absolument. Et ça, on est en train seulement de le découvrir et de tester, etc. Mais, tu vois, j'écoutais Hervé Covès qui disait que il y avait un jeune qui s'était lancé en permaculture et puis en fait, il y a un gland de chêne vert qui a poussé au milieu de son jardin. Et puis 5 années après, il faisait 6 kilos de truffes sur un arbre. Et en fait, les trufficulteurs, mais en fait, aujourd'hui, ils sont pas du tout à ces rendements-là, quoi. Incroyable. Donc, probablement que l'avenir de la trufficulture est dans la permaculture. Ouais. D'accord. Oui, donc pour le deuxième, est-ce que l'impact en eau, il est important parce que ça, c'est aussi, tu vois, cette ressource eau est quand même assez précieuse. Donc, tu vois, ça nous intéresse toujours de savoir comment est-ce qu'elle est beaucoup demandée. Ouais, je pense que la question de l'eau, elle est assez complexe parce que tu sais, tu as cette idée, par exemple, d'entropie. Et en fait, l'entropie, quand tu augmentes l'entropie, en fait, tu augmentes l'inefficacité de l'énergie. C'est-à-dire que, en fait, quand tu arrives à produire de la chaleur, après, tu vois, il va falloir mettre en œuvre plein de trucs assez complexes pour essayer de recapter ça en forme d'une énergie plus noble, comme de l'électricité, etc. Et je pense qu'il faut avoir une vision assez similaire avec l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de quand est-ce que tu considères que l'eau est usée ? Et est-ce que tu considères ensuite que cette eau-là, elle est souillée ? Ou est-ce que tu considères en fait qu'elle est quand même à un niveau d'entropie qui est encore relativement faible ? Donc même si elle est plus potable, elle est quand même encore super valable pour irriguer des cultures, etc. Tu vois. Est-ce qu'il y a les infrastructures pour justement traiter toutes ces différents... En fait, tu peux le faire toi sur ton... Ouais, c'est ça. Sur ta culture, en fait. Bien sûr. Il y a encore... on est vraiment sur un milieu qui demande encore beaucoup de développement. Hein. La mycologie, la myciculture, culture du champignon. Mais donc, tu vois, par exemple, pour revenir à cette idée d'entropie dans l'eau, la problématique, par exemple, des centrales nucléaires, c'est qu'elles doivent être refroidies par l'eau. Et en fait, l'eau que tu relargues, elle n'est pas en soi souillée, mais simplement elle a une température qui est extrêmement élevée. Et puis l'eau, en fait, plus elle est froide, plus elle peut dissoudre d'oxygène. Donc en fait, elle n'est pas très propice à la vie, cette eau trop chaude. Donc elle a gagné en entropie. Mais c'est pareil, tu vois, on pourrait stériliser du substrat avec de l'eau, donc on utiliserait beaucoup de volume d'eau, mais en même temps, en fait, cette eau-là, elle a juste quelques bactéries, quelques trucs qui sont de toute façon présents, donc juste on accompagne un truc qui est une dynamique naturelle. Mais tu vois, il faut toujours jongler entre ça et le côté économique. Et donc, si tu es dans l'innovation de techniques de culture, est-ce que tu arrives à être vraiment profitable ou pas ? Est-ce que tu vas pouvoir adresser le besoin du marché ou pas ? Il y a toutes ces problématiques-là, en fait, qu'il faut considérer. Et nous, on essaye de faire quelque chose avec ProVivant. Mais voilà, c'est en toute humilité. Parce qu'encore une fois, il y a plein de choses à prendre en compte, quoi. Tu veux en parler maintenant, là, de comment est-ce que vous... Avec ProVivant, nous, on essaie de se mettre dans cette ligne qui est en accord avec notre nom, en fait. Parce que moi, le résultat de mes recherches de ces dernières années, c'est que la plus grande guerre qui est en cours, c'est pas la guerre du CO2 et tous ces trucs-là, c'est finalement la guerre avec le vivant. Et je pense qu'en fait, étant donné que la chimie organique, c'est la chimie du carbone, à partir du moment où on résout en fait cette harmonie qu'on devrait garder avec le vivant en tant que créature vivante, les hommes, on résout en fait tous les problèmes annexes aujourd'hui, qui sont justement cette question du CO2, qui sont cette question aussi de l'eau. Et donc nous, on essaie de se mettre dans cette ligne, de cultiver les champignons d'une manière qui en fait bonifie
les écosystèmes, qui bonifient la vie, qui favorisent la vie en fait. Voilà. Et donc tout ce qu'on fait, c'est qu'on cultive des champignons et on réutilise le substrat pour le mettre dans les champs, pour en fait favoriser la vie du sol, parce que tout émerge du sol en fait. Le sol, c'est un super organisme, c'est un grand recycleur, c'est ce qui fait l'unicité de notre planète. C'est pour ça qu'on appelle la planète Terre. Et même si nous, les êtres humains ou les animaux, on est des êtres mobiles et que du coup on n'a pas l'impression d'appartenir au sol, le fait est que tout ce qu'on consomme vient à un moment donné du sol. Et donc en fait bonifier le sol, c'est se bonifier nous, c'est entretenir la civilisation, parce que la civilisation en fait elle a besoin de se nourrir au sens propre du terme. Et donc si demain on a des sols qui sont dégradés et qu'on peut plus nourrir les hommes, la sédentarité c'est ciao. Donc tu rentres dans une vie nomade avec une tradition orale, donc tu n'as plus d'ancrage dans les deux sens du terme, encore une fois, dans l'encre, papier, récit, histoire, etc. Et dans l'ancrage de pouvoir tenir à 12 mois de l'année à un même endroit. Donc on perd énormément de choses en fait. Si on perd le sol, on perd énormément de choses. Et donc nous, c'est vraiment notre clé de voûte, c'est d'essayer d'agir sur le sol. Et ça tombe bien parce que les champignons sont un peu les architectes. La culture du champignon qui bonifie tout ça, quoi. Et elle est où cette culture ? Alors nous, on est basé, la première production qu'on a faite, là, elle est en Allemagne, du côté de Francfort. Donc on est à 45 minutes de la frontière avec la France. Donc on est sur une ferme expérimentale avec des associés qui sont donc basés là-bas et qui font la production pour nous. Donc on est sur des petits volumes de production et donc qui nous donne aussi la latitude de pouvoir justement contrôler tous ces paramètres. Et expérimental dans le sens justement... C'est des fermes expérimentales parce qu'aujourd'hui, si tu veux, même dans l'agriculture naturelle, tu as plein de perspectives. C'est-à-dire tu as les grands silos, on va dire, sur lesquels les gens s'accrochent. C'est la syntropie, c'est la permaculture, etc. Syntropie, c'est quoi ? Alors, syn, c'est avec, et trophein, c'est nourrir, donc se nourrir avec. Okay. Donc, c'est cette idée, finalement, de cultiver des écosystèmes qui soient plus sains pour tout le monde, en fait, qui exhalent la vie, qui exhalent le vivant, mais qui en même temps soit aussi beaucoup plus productif et désirable pour l'être humain. Ok. Un peu dans la même veine que ce qui peut se passer avec la biodynamie, par exemple, ou des choses comme ça avec le vin. Ouais, tu vois, encore une fois, c'est des dynamiques, etc. Alors, je pense que ça fait bien de mettre des étiquettes pour le marketing et puis pour pouvoir vendre et se rattacher à quelque chose. Ouais, c'est hyper important. L'identité, c'est hyper important. Donc du coup, toi, pour en revenir tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait 3 possibilités de culture, on a détaillé 2. Est-ce que tu te situes dans... moi, c'est plutôt la troisième. La troisième, okay. Voilà, c'est la troisième parce que donc cette troisième manière de procéder, c'est d'emmener le champignon jusqu'au stade final, le stade où il va fructifier, où il va faire son carpophore, sporophore. Et en fait, on va utiliser ce carpophore, sporophore qui est également donc 100% fait de matière fongique, comme ce qu'on avait avec la culture en bioréacteur. Ouais. Simplement, effectivement, c'est plus long, parce que du coup, plus long. C'est beaucoup plus long, ouais. C'est beaucoup plus long parce que en fait, tu vas avoir donc toute cette étape d'inoculation où le mycélium va s'emparer du substrat que tu lui offres. Et ensuite, tu vas avoir cette étape de fructification qui va, elle, mettre 3 semaines en fonction des champignons, voire plus pour certains. Et en plus de ça, c'est des conditions qui sont différentes. C'est-à-dire que autant l'inoculation, tu peux faire ça très à la chaîne, sur des armoires dans le noir, tu vois, de manière... un peu rationalisée. Ouais, et puis en 3D, hein, tu peux mettre ça sur une grosse hauteur. Autant la fructification, il faut que tu aies un flux d'air, il faut que tu aies aussi un peu de lumière, donc avec des LED. Il faut que tu contrôles aussi l'humidité, le CO2, etc. pour avoir... des beaux champignons, et donc c'est à la fois plus de temps et en même temps c'est aussi plus d'investissement parce que du coup il faut que tu aies une chambre de fructification où là tu es obligé d'aérer l'espace, tu vois. Ok. Donc, et là c'est des systèmes, d'aérer l'espace avec tout un truc très technique ou c'est parce que est-ce qu'il y a cette troisième voie, est-ce qu'elle fait lien avec peut-être des techniques ancestrales ou des choses que d'anciens faisaient avec, je sais pas, des architectures comme ci, comme ça. Je sais pas si ça fait référence à ça ou alors si on a inventé là
des nouveaux systèmes avec tout un truc un peu plus tech? Non, alors aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup, du coup, c'est de la culture en conteneur, en anciens conteneurs maritimes qui sont donc recyclés pour cet objectif, avec une climatisation pour maintenir une température constante, et puis un humidificateur pour maintenir aussi le niveau d'humidité. Après, quand tu vas dans des pays d'Asie, d'Afrique, etc., tu peux faire quelque chose de semblable dans des cases avec de la terre crue, tu vois, où là, tu as aussi d'humidité, tu as aussi, tu vois, un pas de soleil direct, etc. Ça va dépendre aussi du champignon que tu vas cultiver. Tu vois, en Asie, il y a le volvère asiatique, Volvariella volvacea, qui est un champignon qui pousse très vite et qui est utilisé souvent pour recycler les pailles de riz, qui est un champignon aussi super intéressant parce que même en Afrique, on peut le cultiver, tu vois, sur des feuilles de palme. Donc toute la culture de la palme, t'as plein de déchets agricoles qui pourraient être recyclés par ce champignon dans les zones tropicales, subtropicales. Et ouais, donc on est sur des conteneurs maritimes recyclés avec un toit végétalisé, etc., ce qui donne de l'isolation et quand même met une petite touche nature. Et puis surtout après, en fait, nous on retraite le substrat derrière de culture pour en faire ce qu'on appelle la terra preta. C'est-à-dire qu'il y a une partie compostée, il y a une partie qui est pyrolysée pour faire du biochar. Okay. Et en fait, le biochar, c'est un petit peu un hôtel à insectes dans lequel viennent vivre plein de micro-organismes du sol, ce qui en fait augmente la richesse en micro-organismes, augmente en fait la vie du sol. Et encore une fois, bon, pro-vivant, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc ça veut dire que du coup, on participe, nous, à tout ça quand on achète des compléments alimentaires, c'est ça? Absolument. Encore une fois, je pense que dans le volet développement durable, ou sustainability, donc c'est de côté de soutenir quelque chose. Alors on peut soutenir effectivement les écosystèmes, ce côté CO2, etc. Et donc pour moi, faut pas opposer en fait la nature et la culture. Et du coup, l'idée c'est de pas dire que l'homme est un parasite sur Terre, etc. C'est de dire au contraire, non, l'homme il a des possibilités de générer des choses qui vont non seulement ne pas dégrader les écosystèmes, mais aussi les aggrader. Ça, c'est une notion permaculturelle de bonifier les choses, de les rendre plus exaltantes, plus vivantes, plus vibrantes, tu vois. Et je pense que quand on tend vers le beau ou vers le bon, on cherche à faire ça, en fait. Bien sûr. Non, mais c'est passionnant. Est-ce qu'on peut rentrer peut-être un peu plus aussi parce que donc là, on comprend aujourd'hui que on sait cultiver, qu'on peut cultiver, que donc toi tu as choisi l'Allemagne. Est-ce qu'en France aussi il y a un terreau fertile pour tout ça? Est-ce qu'il y a des acteurs, tu vois, qui se mobilisent dans ces voies-là, à ta connaissance? Alors moi j'ai choisi l'Allemagne. Pour le coup, c'est un côté un lien amical, tu vois. C'est qu'on a des amis associés qui eux sont allemands. Se lancer là-bas, lancer leurs projets, etc. Donc on a dit ok, on va vous soutenir et on va avancer ensemble, quoi. Mais bien sûr qu'en France, on a aussi des gens qui se mettent dans cette même dynamique, mais même pas uniquement en métropole, en outre-mer. Voilà, on a largement de quoi devenir une belle puissance fongique. Alors, pour qu'on comprenne un peu mieux, et ça c'est aussi l'objectif de ton nouveau livre que tu sors qui s'appelle Le guide des champignons médicinaux. Donc en fait, ce livre, tu m'arrêtes si je résume pas très bien, mais en gros, il met en lumière 30 espèces un peu phares. Il détaille leur application pour le bien-être, depuis des propriétés anti-inflammatoires, etc., jusqu'à des rôles de renforcement du système immunitaire et tout ça. Peut-être juste rappeler là que t'es pas médecin. Là, les informations qu'on partage là, c'est vraiment elles ont un caractère informatif et qu'elles ont absolument pas vocation à se substituer à n'importe quel conseil avisé de médecin. Donc ne voyez pas dans ce qu'on dit ce qui n'est pas. Mais en tout cas, avec ce livre, tu nous offres vraiment une vision un peu inédite et très documentée justement de toutes les molécules actives qui sont donc présentes. Donc tu nous le disais tout à l'heure, pour le pire ou le meilleur, ça dépend aussi, mais dans les champignons. Si on rentre du coup là dans l'alimentation, et on ira juste après peut-être dans les compléments, mais quelles sont un peu les espèces emblématiques les plus intéressantes à manger, tu vois, vraiment comestibles pour nous?
Alors, encore une fois, il y a un biais qu'il faut noter, je pense, avant de parler de ça. C'est, encore une fois, ce biais de est-ce qu'on est capable ou non de cultiver le champignon en question. Parce que le fait d'être capable de cultiver un champignon, en fait, ça va conditionner sa disponibilité et donc la capacité à l'étudier. Donc aujourd'hui, les champignons qu'on a les plus étudiés, c'est des champignons dont on maîtrise assez bien la culture. Et ça va être notamment justement en Asie qu'on a pratiqué ces études parce que en fait ils sont à la fois culturellement ancrés, donc les gens s'intéressent à tu vois, marketingment parlant, tu vois, j'étais au Japon il y a quelques semaines et en fait au Japon tu vois des champignons à la vente et puis tu as marqué ce champignon contient de l'ergothionéine qui lutte contre le vieillissement, ce champignon a 40% de bêta-glucane. Il y avait même une indication sur un paquet de champignons qui disait si vous exposez ce champignon à la lumière, il produira de la vitamine D et vous pourrez en tirer jusqu'à tant de microgrammes, tu vois. Donc en France, on est très très loin de tout ça encore, mais ça va venir. Ouais, mais parce que si, enfin, honnêtement, donc là, j'ai eu la chance de passer du temps avec ton livre, mais vraiment, c'est pas quelque chose qu'on apprend ou qu'on a appris, tu vois. Aujourd'hui, c'est nouveau, en fait, aussi. Heureusement qu'il y a des personnes comme toi, voilà, qui vulgarisent et qui nous permettent, aujourd'hui, grâce à des livres comme ça, de comprendre. Parce que, comme tu dis aujourd'hui, c'est vrai que il y a d'autres parties dans le monde où ça fait partie de leur normalité, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, pour revenir à ta question initiale, du coup, effectivement, c'est ces champignons qu'on est capable de cultiver, qui ont souvent aussi une importance culinaire et culturelle dans les pays asiatiques, à propos desquels on a le plus de retours. Et donc, en fait, tout le volet un peu champignons symbiotiques qui forment des mycorhizes, qu'on ne sait pas cultiver aujourd'hui, on est toujours, si tu veux, sur des prix qui sont relativement élevés. On a une saisonnalité qui fait que c'est pas forcément simple de les avoir. Et puis même si tu pars en forêt en te disant vas-y je vais ramasser des amanites des Césars par exemple, pas sûr d'en trouver et t'es pas sûr d'en trouver assez pour faire ton étude, voilà. Donc ça limite un petit peu nos connaissances à ce sujet-là. Et donc ça, faut le garder en tête. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a un champignon qui est waouh, tu vois. Bien sur un truc que finalement il y en a pas 150 000 autres qui sont complètement géniaux et qu'on n'a pas encore pu. Voilà. Et donc je dis ça aussi parce que tu vois, moi un des champignons où marketingment parlant, j'ai tendance à me méfier grandement, c'est le chaga, qui est un champignon de la pharmacopée russe qui pousse en fait comme un chancre qui va former une sorte de verrue. Tu vois, d'excroissance un peu cassante sur les bouleaux. Et en fait, ce champignon-là, aujourd'hui, les essais de culture, on arrive en inoculant le champignon sur un bouleau, on arrive à un taux de succès qui est, je crois que c'est de l'ordre de 20 à 30%. Enfin, j'ai écrit le chiffre dans mon livre. Et malgré tout, en fait, même si on a réussi l'inoculation du champignon, eh bien en fait c'est un champignon qui a une croissance extrêmement lente, qui va mettre des décennies à pousser et à être exploitable. Et donc en fait aujourd'hui on a des prix qui sont relativement bas sur ce champignon parce qu'on a une ressource sauvage dans laquelle on est en train de taper violemment pour créer les compléments alimentaires. Et derrière on a un champignon qui, hormis des vieilles études de constats cliniques ou des anecdotes de gens qui ont dit ah tiens bah, j'ai pris le chaga et ça allait mieux, on n'a rien de très très concret en fait sur le chaga. Il y a eu des médecins russes qui l'utilisaient dans les années 50, mais tu vois, on n'a pas d'études ce qu'on appelle randomisées et en double aveugle. Donc randomisé, ça veut dire qu'il y a un des deux groupes, on ne sait pas lequel à qui on va donner le champignon. Et en double aveugle, ça veut dire qu'en fait, on donne aux deux une pilule, mais en fait, aucun des deux groupes ne sait si dans sa pilule, il y a oui ou non le champignon en fait. Donc, ce qui en fait permet de se substituer de l'effet placebo, qu'on sait qui est quand même très très important. Et donc du coup, voilà, c'est un champignon en fait qui pour moi est totalement substituable par d'autres champignons et qui en plus en fait permet qu'on évite de encore une fois dégrader l'environnement quoi. Parce qu'en fait, donc là, le sujet, c'est surtout le temps la durée de culture, en fait. Bah, les deux, en fait, parce qu'on n'est quand même pas sur un taux d'inoculation qui est très, 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 très élevé. Et effectivement, le paramètre temps, tu vois, c'est un peu comme si je refais un parallèle énergétique. Toutes les énergies sont renouvelables, hein, mais ça dépend quel temps. Parce qu'aujourd'hui, pour refaire du pétrole, si tu dois attendre le mouvement des plaques tectoniques, etc., t'es là encore dans des millions d'années, quoi.
Et on n'a pas ce temps-là à l'échelle humaine. Non. C'est ça qui fait que c'est pas une ressource renouvelable. Mais en réalité, le pétrole, c'est renouvelable. C'est comme, tu vois, là, on était en train de, c'était hier encore, de parler de la Biennale Amont Vivant. Et donc, on avait un sujet, parce qu'on avait, dans les candidatures, reçu beaucoup d'éléments en bois, tu vois. Ouais. Et à partir avec ce matériau-là. Et il y a certains bois qui mettent plus de 100 ans, tu vois, à pousser pour qu'on puisse, ne serait-ce que les couper après, enfin, le temps de culture. Et donc, tout le monde dit, bah oui, le bois, c'est une ressource renouvelable. Bah, en fait, ça dépend lesquelles, tu vois, parce qu'il y en a, oui, en 40 ans ou 30 ans, je sais pas, pour les plus rapides, certaines techniques. D'ailleurs, je crois qu'au Japon, non, c'est au Japon, il y a des techniques... En fait, partout, ouais, je pense que tu fais référence au Daisugi. Donc, Sugi, qui est le Cryptomeria, c'est le cèdre du Japon, si je dis pas de bêtises. Ok. Et en fait, effectivement, donc on fait des coupes juste de rejet. Et on se contente de faire une trogne, en fait. Mais tu vois, nous, on a un mot en français, on a même plein de mots dans plein de patois différents en français. Arbre tétard, trogne, etc. Et en fait, c'est des arbres qu'on cultivait de la même manière. Tu crées une base, un tronc, sur lequel, en fait, tu vas étêter. Et quand tu étêtes l'arbre, il va faire des rejets. Et en fait, après, pendant des centaines, voire des milliers d'années, tu peux récupérer ces rejets. Et l'avantage, c'est que ces rejets, comme ils sont très vigoureux, en général, ça fait du bois bien droit, qui est super bon pour le bois d'œuvre. Et en fait, avant les énergies fossiles, le pétrole, etc., les trognes, c'était à la fois la base de l'industrie pour faire de l'osier, donc tout ce qui est panier, etc. C'était aussi la base pour faire du charbon. On faisait des trognes avec, je crois que c'est de hêtre, qu'on servait pour faire du charbon de bois qui, du coup, permettait de faire tourner nos industries en France. Et puis tu avais le chêne aussi pour faire des poutres de la grosse infrastructure et les navires. Et ça me fait penser aussi, tu vois, je crois que le châtaignier, ils font un peu ça avec les taillis de châtaignier, c'est un peu la même idée. Ouais, c'est la même idée en fait. Une trogne, c'est juste un taillis, mais pas au lieu d'être au ras du sol, c'est légèrement surélevé à 1 mètre, 1 mètre 50. Ok. Selon comment tu gères le truc. Puis il y avait, tu vois, le châtaignier, comme il y a beaucoup de tanins, c'est imputrescible, donc tu fais des piquets avec. Après, tu avais le peuplier qui était réputé pour éviter d'avoir tous les insectes dans les charpentes. Donc tout ce qui est volige, les traverses dans les charpentes, on le faisait en peuplier. Voilà, on avait tout ce savoir-là. Hein. Et aujourd'hui, il y a, du coup, on dévie parce que c'est pas, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on se dit, il y a plein de choses qui sont déjà là et donc, je pense aussi que, les personnes qui font des choix aujourd'hui, qui doivent arbitrer, je prends ça ou je prends ça, tu vois, si elles avaient l'entendement déjà de tout ça, elles pourraient poser les bonnes questions aux personnes auxquelles elles achètent les matériaux, tu vois, ou décider de choisir un tel et pas un tel, quand tu sais que lui, il a poussé, il a mis 130 ans et que lui, il a mis peut-être 20 ans, enfin, tu vois, ou 30 ans. Mais ces techniques-là dont tu parles aujourd'hui, est-ce qu'il y a, je sais pas moi, des écoles, parce que des écoles de paysage ou des écoles quand tu es forestier, etc., je sais pas, mais qui réinsufflent tout ça, tu crois ou... À ma connaissance, c'est vraiment plutôt justement des permacultures, la syntropie, etc. Toutes ces méthodes un petit peu nouvelles qui se réapproprient ça. Et notamment parce qu'on a compris aujourd'hui que, étant donné que le champignon était un élément fondamental dans un sol, que la meilleure nourriture du champignon c'était le bois, et ben en fait on a envie d'utiliser, tu vois, du BRF, bois raméal fragmenté, on a envie d'utiliser de la plaquette de bois, etc. Et puis même avec toutes les problématiques énergétiques qu'on a aujourd'hui, on a un retour un petit peu de l'énergie bois avec des technologies un peu plus avancées. De la pyrolyse qui permet justement de faire du gaz à partir du bois. Okay. En fait, sans m'étaler trop, mais quand tu as du bois qui brûle, c'est pas directement le bois qui brûle en fait. Avec la chaleur, la matière du bois se dégrade et fait ce qu'on appelle un syngas, qui est fait avec du méthane, du dihydrogène, etc., des gaz inflammables. Et donc en fait, la flamme brûle ces gaz-là. Et en fait, comme la réaction s'entretient avec l'oxygène, etc., en fait, ça finit par consumer toute la matière. Okay. Mais en réalité, c'est pas exactement le bois directement qui brûle. Et donc ces technologies de pyrolyse, en fait, elles permettent d'extraire ce syngas sans le brûler. Et donc du coup, ensuite, t'as le côté un peu modulaire de où est-ce que tu le fais brûler, comment tu le fais brûler, etc., qui permet de faire des choses potentiellement intéressantes.
Ok, bah, c'est fascinant. Et je pense aussi que, enfin, on a besoin aussi de nourrir des recherches, des explorations pour aller comprendre. Je sais pas aujourd'hui, mais j'imagine qu'il y a plein de personnes qui seraient friandes de pouvoir des ébénistes ou, enfin, tu vois, des gens qui travaillent le bois, se fournir auprès de personnes qui travaillent de cette manière beaucoup plus soutenable. Ouais. Tu vois, et donc bon, on va les chercher. Donc tu parlais donc de ce premier champignon là où tu nous disais donc le chaga. Lui, c'était quoi ses propriétés? En fait, il est appelé reishi sibérien, donc c'est un champignon qui serait bon pour la peau, contre le cancer, très anti-inflammatoire, etc. Et après, dans les warnings, c'est un champignon qui est fluidifiant sanguin. Donc les gens qui sont déjà sous des médicaments anticoagulants, faut faire attention. Et on sait aussi que c'est un champignon qui est très riche en oxalate. Et donc il y a eu le cas par exemple d'une personne au Japon qui était atteinte de cancer et qui s'est mis du coup à boire des tisanes de chaga pendant plusieurs fois par jour, des litres et des litres. Et en fait elle est morte d'une insuffisance rénale parce que les oxalates en fait finissent par former des caillots. Donc ça peut faire des calculs rénaux ou des problèmes dans les reins. Ok. Et après, les autres espèces peut-être dont tu as envie de nous parler là, ça serait... alors moi j'aime beaucoup j'en ai 3 favoris, on va dire ça comme ça. Alors le queue de dinde Trametes versicolore ou Polypore versicolore, qui est donc un champignon très très commun en Europe. Ce champignon en question, tu as eu des méta-analyses de l'utilisation de ce champignon conjointement à la chimiothérapie sur des dizaines de milliers de patients. Et en fait, les résultats de méta-analyse, c'est que tu as une amélioration significative de la qualité de vie. C'est-à-dire que des gens, quand ils sont atteints de cancer, tu sais, ta qualité de vie qui diminue, tu mets plus de temps à te lever le matin, tu te sens moins bien, alors puis tu as aussi des pertes de cheveux. Et en fait, le champignon aide à maintenir une qualité de vie plus haute. Il aide aussi à augmenter une issue positive de la chimiothérapie et il aide aussi après sur le long terme à diminuer la récidive parce que le cancer tu sais c'est c'est une erreur dans la multiplication cellulaire dans le génome et plus en fait tu détruis des cellules du tissu, plus ce tissu doit se régénérer et plus quand il se régénère en fait tu augmentes les chances qu'il y ait une nouvelle erreur qui survienne et donc une cellule cancéreuse qui apparaisse. Et le problème c'est que quand tu fais de la chimiothérapie, de la radiothérapie, c'est non sélectif. Donc en fait, tu vas détruire beaucoup de cellules dans ton organisme, probablement les cellules cancéreuses, mais aussi d'autres cellules. Et donc en fait, tu augmentes ton risque de récidive. Et donc ces champignons-là, en fait, permettent de diminuer le risque de récidive après cancer aussi. Et ces études-là, elles étaient dans quel pays? Enfin, c'était où? Alors beaucoup au Japon, qui a en fait commercialisé un extrait standardisé du champignon pendant des années. C'était jusqu'à 2017 et je crois que ça a débuté dans les années 70, 79 de mémoire. Ok. Mais ils ont arrêté de le commercialiser? Ouais, ils ont arrêté de le commercialiser parce que la demande diminuait, etc. de ce que j'ai vu. Par contre, tu as en 1980 la Chine qui a emboîté le pas au Japon et qui a donc créé son propre extrait. Et lui, il est toujours commercialisé et même en France, tu peux trouver de cet extrait, mais à usage vétérinaire. Pas pour les humains. Ouais, ok. Voilà. Donc pour nos animaux, nos chiens, nos chats, on peut leur donner ça? Absolument, ouais. Ouais. Et on mettra les liens où on te demandera si on veut les infos. Donc il y a celui-ci que tu aimes bien, il y en a un. Tu parlais ouais, il y a le maitake aussi, Griffola frondosa, qui est très très prisé en Asie, mais qui est devenu en fait rare en Europe. On l'appelle la poule des bois, parce qu'en fait ça fait un espèce de grosse masse ébouriffée. On pourrait croire que c'est une poule qui est, allongée. Voilà. Et c'est un champignon, encore une fois, qui est... Pour moi, en fait, il est incroyable ce champignon parce que c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'à la fois, il est très médicinal et en même temps, c'est un champignon qui est très très goûtu avec une texture que moi j'aime bien, qui est assez ferme. Et au Japon, on le fait par exemple en tempura, donc c'est de la friture légère, tu vois. Et avec soit du sel, soit une sauce à base de soja. Et des fois même dans le sel, si tu vas dans les coins du thé, on met du matcha dans le sel. Et donc là, tu trempes ton tempura dans le sel au matcha. Et c'est, oh là là, c'est incroyable. Vous voyez pas sa tête, mais...
Il est en plein kiff. Et ouais, donc non, c'est un très très bon champignon. Voilà, et puis mon troisième, je dirais Ericium erinaceus, le fameux Lion's Mane, ou moi je préfère l'appeler Ericium. Et c'est un champignon donc, qui a une forme de gros pompon blanc. Et c'est un champignon avec qui j'ai une histoire aussi personnelle, parce que je l'ai trouvé une fois au bord d'une route, dans une forêt de Dordogne. Et en fait, c'est ça qui a lancé un peu mon compte Instagram. Mais oui, tu nous avais raconté ça. Et t'as fait demi-tour pour retourner. Ouais, je l'ai retrouvé cette année en fait. Magnifique, très très beau champignon. Et c'est rare en France. C'est devenu assez rare en France. Et c'est un champignon qui est très étudié parce qu'il était dans la médecine traditionnelle chinoise et japonaise. En fait, on l'indiquait pour la concentration. Et notamment, en fait, au Japon, on l'utilisait pour maintenir une bonne concentration pendant la méditation. Ah oui. Et donc c'est un champignon depuis qui a fait ses preuves, qui est neurostimulant, qui favorise un processus qu'on appelle la neurogénèse, qui est la formation de nouveaux neurones et chemins neuronaux, connexions entre les neurones dans notre cerveau, et qui du coup à ce titre favorise effectivement la concentration, la mémoire, et aussi prévient l'apparition des maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson. Ok, donc ça on le retrouve sur Provivant. Ouais, celui-ci est disponible sur Provivant. Ouais. Absolument. Tu en as deux. Comment en fait on prend quand on veut rentrer comme ça, quel est le chemin un peu que toi tu nous indiques dans une routine? C'est on le prend le matin, enfin je sais pas, j'imagine que c'est écrit sur les trucs, mais tu vois, pour des gens juste qu'on comprenne à quel point ça rentre dans nos vies, tu vois. C'est un petit truc ou c'est contraignant? Alors déjà, je pense que ce qu'il faut être très clair, c'est que les champignons sont des condiments, sont pas des aliments. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont quand même à consommer avec parcimonie, parce que c'est un petit peu des petites pharmacies ambulantes, hein, les champignons. Donc il y a des molécules dedans qui sont effectivement très intéressantes, mais tu vois, il y a toujours cette dichotomie en médecine et de tout temps où le médicament est à la fois remède et poison, tu vois. C'est-à-dire que tout médicament, en fait, si tu le prends à haute dose, peut devenir un poison et réciproquement. Un poison à petite dose peut être un médicament. Et du coup, par principe, les champignons, il faut les consommer en petite dose. Et donc, en fait, ça passe par prendre un petit peu de champignons dans la journée. Alors, il y a plein de manières de faire ça. Moi, quand je suis au Japon, par exemple, je me prends pas trop la tête avec des compléments, parce que les champignons sont présents partout, quoi. Et donc je fais par exemple ce qu'on appelle le takikomi gohan. C'est un riz cuit avec des champignons, en fait, tout simplement. Cuit par absorption avec des champignons. T'as tous ces côtés aussi tempura. Alors bon, c'est de la friture, donc faut quand même limiter. Mais t'as énormément de choses super sympas à faire. Et là, pour en revenir sur l'éricium, du coup, c'est quoi? C'est une gélule? Ouais, alors dans les études, on conseille entre 1 gramme et 5 grammes de champignons secs. Et la médecine traditionnelle chinoise était dans ces mêmes optiques-là jusqu'à, il me semble que c'est 100 grammes de champignons frais. Mais sachant que le champignon, c'est beaucoup d'eau, en fait, il y a un ratio de 1/10, on va dire, du frais au sec. Et du coup, moi, ce champignon-là, je le prends souvent d'une traite. Quand je sais que je vais avoir, tu vois, moi je suis très du matin, productif le matin, et donc si je sais que j'ai quelque chose vraiment d'important à faire ce matin-là, tu vois, 2-3 heures d'écriture où je vais devoir rester concentré, je pense que si j'étais aussi, c'est pas mon cas, mais si j'étais un gamer et que j'avais une super partie super importante de jeux vidéo, je ferais ça aussi. Si j'étais un boxeur ou quelqu'un aussi dans les sports de combat, tu vois, avec vraiment quelque chose qui demande beaucoup de concentration, je trouve ça assez bluffant, tu vois. Tu le prends combien de temps? Enfin, tu te lèves, tu le prends? Moi, je le prends, on va dire 30 minutes avant d'avoir ce truc-là, quoi. Okay. Donc, des fois, tu vois, j'avais des réunions avec le Japon, je devais parler japonais et tout. Tu vois, hop. Allez, concentration. Même là, tu vois, concentration, podcast, hop, petit coup d'éricium. Donc voilà, c'est comme ça que je procède. Après, si on le prend plutôt dans une optique de prévention, maladie neurodégénérative, Alzheimer, Parkinson, mais qu'on est retraité, qu'on n'a pas vraiment de choses, tu vois, hyper... Voilà. Ça peut être une à chaque repas. Si vous avez aussi de la route à faire, besoin de concentration, ça peut être aussi quelque chose. Ok.
Et tu sais, aujourd'hui, on voit un énorme regain là, des champignons adaptogènes avec tout un tas de produits qui sortent sur le marché. On est d'ailleurs bombardé là sur les réseaux sociaux et tout ça. Notamment aussi avec certaines alternatives au café qui contiennent ces dits champignons adaptogènes, comme le reishi par exemple. Ils sont vantés pour leurs bienfaits potentiels sur la digestion, système immunitaire, réduction d'anxiété, etc. Qu'est-ce que toi tu en penses et quel est le regard que tu poses un peu sur tout ça? Déjà, je pense que la première chose à dire, c'est que le terme d'adaptogène, c'est un terme qui est avant tout marketing. En fait, scientifiquement, il n'y a pas vraiment, tu liras aucun papier, tu vois, qui te dit, ce champignon est adaptogène, point. Parce qu'en fait, c'est pas assez précis comme terme. Et c'est un petit peu un sac fourre-tout où en fait ça fait bien de dire c'est adaptogène et tout de suite on a l'impression que un truc tu vois, de génie. C'est ça, exactement. Tu vas te mettre à briller dans le noir, tout le monde va te regarder, enfin je sais pas, des trucs comme ça. Donc déjà ça. Après, je trouve pas que ce soit fondamentalement, tu vois, nuisible de parler d'adaptogène, mais c'est vrai que ça fait aussi du bien de rentrer dans la matière et de se dire ok, concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Donc voilà, première chose. Et puis ensuite, le fait que, tu vois, c'est aussi le problème des formulations même de champignons quand tu achètes des gélules avec un complexe, avec 5, 6, 8 champignons, j'en sais rien. Le problème, c'est que souvent, tu vas te retrouver avec des quantités assez faibles de chaque champignon. Et du coup, en fait, est-ce que tu arrives au seuil thérapeutique ou pas ? C'est une grosse question. Et c'est encore plus flou quand tu mets ça dans un gummies ou dans un substitut de café, parce que très concrètement, je suis pas sûr que ces formules-là, il y ait beaucoup de concentration dedans, tu vois, de ces principes actifs fongiques. Et en fait, souvent, je pense que les bénéfices sont liés à la diminution de la caféine ou à l'arrêt complet de la caféine. Et en fait, ça sert un petit peu de prétexte au final. Et tu vois, c'est pas mauvais, hein. Je pense que c'est très bien. On a une civilisation qui s'est beaucoup construite sur la performance, l'accélération, etc. Et donc, on a aussi des gens qui sont trop, tu vois, dans le café, effectivement, 3, 4, 5, 6, enfin, je sais pas, mais on m'a déjà dit, moi, j'étais à 8 cafés par jour, et je trouve ça affolant, tu vois. Parce que donc, toi, tu bois pas de café ? Ouais, moi je suis très sensible à la caféine. Encore une fois, il y a des gens qui sont beaucoup moins sensibles, il y a même des gens qui sont pas sensibles. Parce qu'en fait, la caféine, si tu veux, c'est une molécule qui se substitue à l'adénosine. Et donc, en fait, elle vient prendre la place de l'adénosine sur nos récepteurs et elle empêche l'adénosine de se fixer. Et en fait, l'adénosine, en fait, c'est un petit peu... plus ton niveau d'adénosine augmente, plus tu as d'adénosine fixée sur tes récepteurs, plus ton corps se dit « Ah tiens, je suis fatigué ». Et le problème de la caféine, c'est qu'en fait, elle prend la place de cette adénosine. Donc, elle empêche le message de fatigue d'arriver à ton système nerveux. Mais en fait, la fatigue est toujours là. Et en fait, si tu arrêtes la caféine, tu vas te rendre compte que tu vas prendre un vrai coup d'air à la nuque. Parce que d'un coup, en fait, ton organisme va se rendre compte du niveau de fatigue accumulé. Et tu vas en fait récupérer pendant les quelques jours suivants. Mais tu as des gens en fait qui ont des récepteurs à l'adénosine qui sont de formes différentes où la caféine n'arrive pas à se fixer dessus. Et donc ces gens-là, en fait, littéralement, la caféine n'a aucun effet pour eux, tu vois. Ah oui. Mais moi, c'est pas mon cas. Je pense que l'adénosine a une grande affinité avec mes récepteurs. Et donc on te dit en fait, faut arrêter de consommer du café 8 heures avant le sommeil. Mais moi, en fait, je prends un café le matin, ça me fait effet jusqu'au soir et je sais que mon sommeil est impacté, tu vois. Et donc, je suis très précautionneux avec la caféine. Et notamment aussi le fait que la caféine, en fait, il y a un effet, alors je sais plus, je crois que c'est vasoconstricteur, donc qui réduit la taille qui fait de la tachycardie, etc. Et tu as en fait un effet antagoniste des antioxydants, que tu as aussi naturellement dans le café, mais aussi dans le thé vert, etc., qui sont, eux, l'opposé, vasodilatateurs. Et donc, ça te permet, en fait, de ne pas avoir ces palpitations, en fait, quand tu as des antioxydants. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors, j'ai travaillé dans le café, donc ça aussi, je peux te l'expliquer en détail. Mais en fait, on a vendu aux consommateurs qu'un bon café, c'était un café amer, parce qu'en fait, l'amertume, c'est très facile à obtenir comme arôme. Il suffit de torréfier plus. Donc on a vendu aux consommateurs en fait le café amer comme étant un bon café pour faire une torréfaction
à l'italienne, qui est une torréfaction haute température. Mais le problème, c'est que plus tu montes en température, plus tu détruis ces fameux antioxydants, acide caféique, etc. Et du coup, tu as plus cet équilibre naturel qu'il y a normalement dans le café vert, tu vois, entre antioxydants et caféine. Donc le café est pas torréfié, en fait. Bah ouais, le café vert, donc café non torréfié. Okay. Mais le café non torréfié, c'est imbuvable en fait. Ouais, j'ai vu ça la dernière fois dans une boutique et je me suis dit, je sais pas. Ouais, c'est vraiment pas très bon. Et donc c'est pour ça qu'en fait, bah tu vois, si tu vas vers du thé, le thé comme c'est non torréfié, tu as tout de suite les antioxydants qui vont avec. Donc moi je sais que le thé me convient beaucoup mieux. Mais si tu vas même sur un café light roast, donc torréfaction claire, tu vas sentir déjà que le café te fait beaucoup moins mal. Et donc dans ces préparations-là, bah, en général, tu as un café souvent instantané, souvent du Robusta, qui est du coup gustativement moins intéressant. Parce que beaucoup torréfié Non, c'est qu'en fait, le Robusta, en fait, tu peux le cultiver en plaine, alors que l'Arabica, tu dois le cultiver en altitude. Et donc, avec le relief, tu as une difficulté de mécanisation, tu es obligé d'avoir des récoltes à la main, etc. Mais au niveau des arômes, c'est beaucoup plus intéressant l'Arabica que le Robusta, la plupart du temps, faut pas généraliser. Et donc, en fait, le Robusta permet de faire beaucoup de volume. Et donc, quand tu es Nespresso et que tu dois faire du café instantané, par exemple, c'est ce que tu utilises, du Robusta, quoi. Ouais, quand t'es de marque. Donc, voilà, ces formulations-là, il y aurait plein de choses à en dire. Globalement, moi, je suis ni pour ni contre. Simplement, il faut remettre un petit peu à leur place. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment avec ça qu'on va bénéficier des effets thérapeutiques des champignons. C'est plus un plaisir. Et donc, si vous avez le luxe économique et en même temps l'envie de vous faire plaisir parce que vous aimez ces boissons-là en goût, etc., il n'y a pas de problème, allez-y, quoi. Franchement, il n'y a pas de souci. Simplement. Peut-être juste regarder ce que tu nous disais tout à l'heure par rapport aux souches, etc., d'où elles viennent. Ouais, alors ça, malheureusement, les sourcings sont encore plus flous sur ces boissons-là. De ce que j'ai pu voir, c'est encore plus flou. En général, on se contente de te dire... tu vois, comme c'est dans un lot d'ingrédients, on te dit sourcing EU, non EU, ou bien oh bah nous, en fait, on essaye de prendre à droite, à gauche. Enfin, en général, c'est un peu compliqué. Ok. Ouais. Bon, donc il y a pas enfin, on sait qu'il n'y a pas d'info. Bah ouais, et puis encore une fois, comme c'est... Si on veut de l'info, bah on consomme autre chose. Mais il y a aussi que c'est probablement ce qui coûte le plus cher dans le produit, en fait, la partie champignon. Bah oui. Et donc, en fait, t'as tout intérêt à en mettre parce que si t'en mets pas, tu peux pas dire que t'as des champignons médicinaux, tu peux pas faire ton marketing, mais en même temps t'as tout intérêt à pas en mettre trop parce que sinon tu vas exploser tes coûts de fabrication, voilà. Et donc du coup vaut mieux, tu vois, mettre des trucs beaucoup moins chers, de la poudre de cacao, de l'orge torréfiée. Ouais, et puis du coup quand on en veut vraiment, comme tu dis, avoir cet usage ponctuel en fonction des besoins. Et pas forcément quotidien et puis aussi enfin voilà, être à l'écoute de notre corps et savoir, enfin tu vois, les jours oui, les jours sans, enfin d'avoir un truc plus en fait lié avec ton fonctionnement à toi, enfin ouais, tout à fait. Non donc c'est pour ça je dirais pas n'y allez pas du tout, mais je dirais pas non plus c'est ça, c'est la panacée, etc., tu vois. Bon, on a fait un joli tour d'horizon. Est-ce qu'il y a des choses que peut-être tu nous as pas dites ou qu'on pourrait faire? Si, dans ton livre, tu parles de la vitamine D. Ouais, les champignons, en fait, c'est comme notre peau. Ils vont réagir aux UV et en fait, ils vont créer de la vitamine D sous une forme soit D2, soit D3, voire même d'autres formes, D4, D7, D6. Et donc en fait, la vitamine D, globalement, on est quand même très carencé dans les pays européens parce que on s'expose pas assez au soleil, parce que on met des crèmes solaires, parce que voilà, donc il y a plein de raisons. Okay. Et en fait, le champignon est une source extrêmement intéressante de vitamine D, encore plus que le saumon ou les œufs, parce qu'il peut produire vraiment plusieurs milliers d'UI pour une très faible quantité de champignons. Et en fait, la manière de procéder, c'est tout simple. Il suffit d'exposer le champignon à un rayonnement UV. Et donc, ça peut être aussi simple que de les mettre au soleil. Okay. Et donc, voilà, traditionnellement, en Asie, on fait déshydrater les champignons au soleil, notamment les lames vers le haut pour les shiitake. Et en fait, il se trouve que quand on étudie quelle partie du champignon synthétise le plus de vitamine D, on se rend compte que c'est pas le chapeau, c'est effectivement les lames.
Donc tu vois, comment est-ce qu'ils ont su ça? Je ne sais Intuition. pas, tu vois. Incroyable. Où est-ce qu'on te retrouve donc sur ton compte Instagram, sur le site Provivant, on mettra les liens. Ouais. Et où est-ce qu'on trouve tes livres? Et bah partout, en librairie, Fnac, Amazon, sur mon site Provivant aussi, je les mets à la vente, c'est le meilleur moyen de me soutenir Bah oui. en réalité. Et voilà, donc Bah, je vous recommande vivement et merci pour ton temps, Guillaume. avec plaisir Hélène.